Bonjour, donc nous allons démarrer cet après-midi une table ronde sur le thème de l'alimentation. Donc nous sommes à cette table ronde 5 intervenants qui allons présenter au cours d'une première demi-heure nos points de vue respectifs sur la question, sur le vaste sujet qu'on aborde cet après-midi. Et en face de nous, il y a un certain nombre de participants qui pourront interagir avec nous au cours de l'heure qui suit, nous poser des questions et engager des discussions. J'ai à mes côtés Jérémy Camus. Tu es vice-président à la métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. Juste à ta droite, monsieur Alain Alexanian. Tu es chef cuisinier. Immédiatement à ma gauche, j'ai Cécile Faux. Vous êtes présidente du groupement des épiceries sociales et solidaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et à sa gauche, nous avons Julien Fausse. Vous êtes directeur adjoint du département développement durable et numérique chez France Stratégie, et co-rédacteur d'un tout récent rapport parlementaire intitulé « Pour une alimentation saine et durable ». Quant à moi, je suis Arthur Grimont-Pont. Je suis ingénieur et chercheur au laboratoire d'études rurales et j'ai cofondé il y a 3 ans l'association Les Greniers d'Abondance. Donc nous allons parler cet après-midi du très vaste thème de l'alimentation. Donc l'alimentation est permise en France par ce qu'on appelle le système alimentaire, qui regroupe par définition l'ensemble des activités nécessaires pour produire, pour transporter, pour transformer, pour consommer notre alimentation, y compris pour traiter les déchets qui en sont issus. Et le sujet de la table ronde est précisé, c'est alimentation, un changement pour tous. Alors on va essayer de se poser la question dans ce premier temps où on a donc chacun 5 minutes de temps de parole, se poser la question pourquoi un changement est-il nécessaire dans le système alimentaire. Alors pour donner mon propre point de vue sur la question, aujourd'hui le système alimentaire, à la différence d'autres besoins vitaux qui sont souvent assurés partiellement au moins par le secteur public, comme l'accès à l'eau potable, le traitement des déchets, les soins médicaux de base, eh bien, le système alimentaire est principalement dévolu à la sphère privée et de ce fait régi par les conventions économiques en vigueur, qui sont donc la maximisation des profits, la rentabilité des actifs financiers et l'externalisation d'un certain nombre de coûts. Ces coûts sont sanitaires, sociaux, environnementaux. Et pour ce qui concerne le système alimentaire, ces externalités sont colossales. Donc notre alimentation n'a probablement jamais été aussi peu chère en apparence, mais son coût réel n'a probablement jamais été aussi élevé pour l'ensemble de la société. On le paye en coûts sanitaires, en coûts sociaux et en coûts environnementaux. Julien Fausse, vous en savez quelque chose avec le rapport que vous avez rédigé, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour brosser rapidement le tableau, les coûts sanitaires de l'alimentation sont évaluables à l'aune, par exemple, de la pandémie mondiale d'obésité et de surpoids qu'on observe actuellement. À l'échelle mondiale, ce sont à peu près 2 milliards d'êtres humains qui sont en surpoids. Et en France, c'est tout de même 17% de la population adulte qui est obèse. Des chiffres en hausse assez rapides, puisque en l'espace de 20 ans, le taux d'obésité a été multiplié par 3. Et donc, ces maladies métaboliques engendrent un certain nombre de problèmes, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer également. Tout ça a un coût considérable, tant en termes humains, pour la dégradation de qualité de vie et tout ça que ça cause pour les gens malades, que pour le système de santé publique. Deuxième grand type d'externalité causée par le système alimentaire, ce sont des coûts sociaux, avec une répartition de la valeur ajoutée très inégale tout au long de la chaîne alimentaire. En particulier, les agriculteurs sont la profession qui, en France, travaille le plus longtemps, avec les horaires les plus durs, qui part à la retraite le plus tardivement et dont les revenus sont les plus modestes. Ceci est en partie dû à un très faible coût de la production agricole, et au fait que sur 100 € d'achat alimentaire, seuls 6,50 € reviennent aux agriculteurs en France. Et par ailleurs, ce faible coût des denrées alimentaires ne permet pas à l'ensemble de la population de s'alimenter suffisamment et sainement dans un pays comme la France, puisque plusieurs millions de Français sont dépendants de l'aide alimentaire, donc un dispositif supposé
pallier à des situations d'urgence pour s'alimenter. Et troisième type d'externalités générées par le système alimentaire, ce sont les externalités environnementales. Donc celles-là sont proprement inchiffrables, puisque si l'on examine les grands équilibres dont la planète Terre dépend pour être habitable, eh bien le système alimentaire est systématiquement la première cause ou l'une des premières causes de dégradation de ces grands équilibres. En particulier, le système alimentaire pris dans sa globalité est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, entre 25 et 30% des émissions globales. Première cause de déforestation, première cause de changement d'usage des sols, première cause de prélèvement d'eau douce, première cause de perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, des éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes et qui, émis en trop grande quantité, peuvent perturber gravement des écosystèmes. Première cause de destruction de la biodiversité, enfin. Donc en fait, le système alimentaire est en train de remettre en cause les équilibres dont il dépend lui-même pour être fonctionnel. Donc, de façon tout à fait paradoxale, c'est aussi l'activité humaine qui est la plus directement menacée par les évolutions que lui-même génère. Donc cette situation est tout à fait intenable sur le plan physique, sur le plan écologique, et puis sur le plan sanitaire, nous sommes dans une impasse. Donc voici pour moi quelques raisons qui incitent à penser qu'un changement est nécessaire et même urgent dans la façon dont est organisé le système alimentaire. Jérémy Camus, je vous laisse prendre la parole pour expliquer votre point de vue sur cette question. Merci Arthur, bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui sont présents autour de cette table ronde d'avoir répondu présent. Merci d'avoir pris un premier temps pour montrer les éléments macro liés à l'alimentation et le constat assez négatif, mine de rien, de l'impact de l'alimentation, de notre façon de nous alimenter aujourd'hui. Donc la thématique, c'est alimentation, un changement pour tous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quel changement ça est apporté au niveau d'une collectivité et comment une collectivité s'empare de ce sujet aujourd'hui. Peut-être venir sur des constats, tu as donné des constats très macro, très mondiaux, peut-être revenir sur des constats très territorialisés, c'est-à-dire à Lyon, sur la métropole de Lyon. Alors c'est des chiffres que je rabâche depuis un an, histoire de bien planter le décor, mais qui sont pas forcément très bons non plus, et qui sont issus d'un diagnostic qui avait été réalisé sur le précédent mandat. Donc on ne pourra pas taxer les écologistes de modifier les chiffres, puisque c'est les chiffres qui avaient été faits par ailleurs par nos collègues lors du précédent mandat. Et le premier chiffre sur lequel je voulais insister, c'était effectivement cette autonomie alimentaire, et la nécessité de travailler sur la résilience de tout le système alimentaire pour améliorer notre autonomie alimentaire. Et on l'a vécu de plein fouet lors de la précédente vague de crise sanitaire, avec la difficulté que les grands Lyonnaises et les grands Lyonnais ont eu pour s'alimenter en produits sains, en produits frais, et donc d'aller rechercher des solutions d'approvisionnement plus proches et peut-être d'autres solutions d'approvisionnement que les solutions qui commençaient à montrer leurs limites en termes d'approvisionnement et de rupture d'approvisionnement, qui était la grande distribution, et donc d'aller vers d'autres formes de distribution plus directe. Et dans la salle ici, on a Belle Bouffe, par exemple, avec qui on a travaillé pendant la pandémie pour mettre en place une carto qui permettrait à chaque habitant de voir là où il pouvait s'approvisionner, soit en direct auprès des producteurs, soit dans des épiceries sociales et solidaires. En tous les cas, faciliter ces approvisionnements-là. Et en fait, ce 5% d'autonomie, il faut le mettre en rapport avec 95% de ce qui est produit, de l'agriculture produite sur la métropole, en fait, ne sert pas, n'est pas nourricière. C'est-à-dire cette agriculture, elle est exportée vers d'autres bassins de consommation. Donc 95% de ce qui est produit sur des terres agricoles métropolitaines s'en va alimenter d'autres bassins. C'est très bien pour ceux qui en bénéficient, mais ça vient nous fragiliser, d'autant plus avec ces phénomènes de rupture d'approvisionnement. Ça vient fragiliser une métropole, 1 400 000 habitants, 1 400 000 ventres à nourrir tous les jours. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui de travailler sur cette résilience alimentaire et faire que on soit moins en difficulté en cas de crise, de choc, qu'il soit pétrolier, sanitaire et autres. Pour ça, il faut travailler sur toute la chaîne. Et c'est là où moi, je voulais insister sur les outils qu'une collectivité peut mettre en œuvre pour travailler sur ces enjeux-là. Un des premiers outils, par exemple, c'est préserver la terre agricole. Aujourd'hui, sur la métropole, on a à peu près 10 000 hectares de terres agricoles productives sur une superficie de 54 000 hectares. Donc on a à peu près 20% de la superficie de la métropole qui est encore agricole. Mais il faut savoir que cette terre agricole a été grignotée depuis des dizaines d'années, et depuis 20 ans, sur le département du Rhône, par exemple, c'est 1 hectare de terre agricole qui disparaît chaque jour. Qui disparaît pour y mettre de la développement économique, pour y mettre de l'habitat, pour y faire des infrastructures publiques, privées.
Et donc cette nécessité de reprendre le contrôle de cette terre agricole et de ne pas la sous-valoriser, penser que c'est une variable d'ajustement pour d'autres développements, mais de la sanctuariser, c'est-à-dire qu'elle est importante et elle est d'autant plus importante quand on rappelle les phénomènes de rupture, d'approvisionnement, d'importation de notre alimentation. Et ça, une collectivité, elle peut agir à deux endroits. Un, déjà, travailler ses propres documents d'urbanisme. Vous savez qu'on a des documents d'urbanisme dans les collectivités qui encadrent la destination du foncier, de la terre, et en particulier de redonner à l'agriculture sa fonction agricole. Et donc là, par exemple, dans une modification qui est en train d'être réalisée au sein de la métropole, on va avoir entre 50 et 100 hectares de terre aujourd'hui censés être urbanisables, qui vont être à nouveau sécurisés et refléchés vers de l'agriculture. Donc on appelle ça du rétrozonage. On rétrozone du foncier pour qu'il redevienne agricole. Une autre façon d'agir, c'est aussi d'avoir une politique de maîtrise foncière, c'est-à-dire de devenir potentiellement propriétaire de foncier et de foncier agricole. La métropole de Lyon, aujourd'hui, elle est propriétaire d'environ 300 hectares de terres agricoles. On n'est pas agriculteur, mais en tous les cas, on maîtrise ce foncier agricole et quelque part, on en est les propriétaires et on est responsable de ce qu'on va faire sur ces terres agricoles. Donc ça, c'est le premier champ, mais après, une fois qu'on a nos terres agricoles, ça suffit pas. S'il n'y a pas d'agriculteurs pour les cultiver, on sera bien heureux d'avoir des friches, mais on n'aura pas de production nourricière. Donc il y a un autre grand enjeu, et ce qui est peut-être le plus grand enjeu de ce mandat, c'est de ramener des agriculteurs, ramener des paysannes et des paysans sur ces terres agricoles, en sachant qu'on part d'un phénomène qui est plutôt négatif, puisqu'on a perdu environ 40% des agriculteurs sur les 20 dernières années. Et il reste grosso modo 300 agriculteurs sur la métropole de Lyon. Et c'est pas évident de faire venir des agriculteurs sur le foncier agricole, sur le foncier métropolitain. Et une des problématiques, par exemple, c'est l'accessibilité au logement. Quand vous êtes sur une métropole, vous savez très bien que l'accessibilité au logement est très compliquée pour n'importe qui, et d'autant plus pour des gens qui n'ont pas des revenus énormes pour pouvoir se loger. Donc il y a aussi une politique en parallèle, c'est comment on garantit du logement à ces agriculteurs pour qu'ils viennent s'installer, qu'ils puissent se loger, qu'ils puissent créer une famille, qu'ils puissent rester sur le territoire. Et donc là, on est en train de mettre en place une démarche aussi de remettre de l'habitat agricole, en tout cas de l'habitat fléché pour l'agriculture. Oui. Merci beaucoup d'avoir démarré la discussion et planté le décor à l'échelle d'une métropole, donc la métropole de Lyon. Julien Fausse, vous avez rédigé récemment un rapport parlementaire qui s'est assez largement diffusé, qui s'appelle « pour une alimentation saine et durable ». Est-ce que vous souhaitez en dire deux mots ? Oui, alors merci d'abord de cette invitation. Je travaille à France Stratégie. France Stratégie est un service du Premier ministre qui est en charge de l'évaluation de politique publique, entre autres. Et on nous avait demandé, enfin l'Assemblée nationale nous avait demandé d'évaluer les politiques de l'alimentation. On a remis effectivement un rapport le 22 septembre dernier. Je ne vais pas vous reprendre tout un tas d'éléments de diagnostic qui ont déjà été posés. Peut-être juste revenir sur l'analyse qu'on pose globalement sur notre système alimentaire, le système alimentaire français. D'abord, c'est très important de raisonner système alimentaire. Ça a été dit en introduction, mais on a aujourd'hui des politiques publiques qui restent finalement assez sectorisées, avec d'un côté des politiques dédiées à l'alimentation, de l'autre côté des politiques dédiées à la production agricole, et le lien entre les deux, la vision systémique et la mise en cohérence des deux n'est pas toujours évidente. Donc ça, c'est un premier point de constat, et c'est aussi pour ça que dans le rapport, qui est en ligne sur le site de France Stratégie, on a vraiment essayé de raisonner système et de repenser nos politiques à l'aune de cette vision systémique. Alors en termes de bilan, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le point central, c'est que notre système alimentaire va être confronté à un élément majeur qui est le changement climatique. L'agriculture a la particularité d'être à la fois une source d'émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est environ 19% des émissions nationales qui sont liées au secteur agricole. On est un petit peu plus au niveau mondial. Elle a la particularité aussi, cette agriculture, d'être une solution en pouvant développer des pratiques agroécologiques notamment qui vont favoriser la séquestration de carbone. Et c'est cet équilibre entre les deux qu'il faut absolument développer. On a aujourd'hui des politiques publiques qui, je le redis, ne traitent pas de manière suffisamment conjointe les deux aspects pour avoir quelque chose qui soit globalement bénéfique.
Si on s'intéresse aux éléments diagnostiques portant vraiment sur l'alimentation sensu stricto, on se rend compte qu'en France, même si on a des bons chiffres en termes d'obésité par rapport à nos voisins européens, on continue de manger trop gras, trop salé, trop sucré. On a une amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments qui notamment a été permise par un certain nombre d'instruments comme le Nutri-Score qui ont été tout à fait favorables. Mais l'amélioration doit être poursuivie. Et puis on a dans ces éléments diagnostiques la question quand même centrale de la compétitivité du secteur agricole, qui est un peu mise de côté, ou en tout cas on a une vision qui reste finalement assez en trompe-l'œil de la compétitivité du secteur. On a une balance commerciale qui est positive, mais si on regarde de près, on se rend compte que cette balance commerciale, une fois qu'on a enlevé les céréales qui sont destinées essentiellement à l'exportation et les vins et spiritueux, on a une balance qui est très largement déficitaire, notamment sur des productions agricoles qui ont un intérêt nutritionnel majeur, qui sont les fruits et légumes. Donc on voit bien qu'on a des politiques de soutien au secteur agricole qui sont finalement relativement déséquilibrées et qui ne permettent pas d'atteindre des objectifs tout à fait optimaux en termes de préservation de la santé et de préservation de l'environnement. On a deux grandes politiques dédiées à l'alimentation, le programme national de l'alimentation qui est piloté par le ministère de l'Agriculture, le PNNS qui est porté par le ministère de la Santé, deux politiques qui sont portées par deux ministères différents, qui ont des objectifs qui ne sont pas toujours totalement en phase, qui n'ont pas toujours fait l'objet d'évaluation. Et donc ça, c'est aussi un manque, parce que pour avancer, pour adapter ces politiques, il faut qu'il y ait des évaluations un petit peu cohérentes au fil de l'eau. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres politiques qui viennent directement impacter notre système alimentaire et qui ne sont pas toujours prises en considération quand on réfléchit à l'alimentation. Et je pense notamment à la politique agricole commune. La structure, l'évolution de notre système alimentaire est très largement influencée par les 9 milliards d'euros d'argent public qui sont chaque année versés au secteur agricole français et qui sont des éléments tout à fait déterminants dans l'orientation des pratiques agricoles. Et l'une des recommandations du rapport, c'est notamment de faire évoluer cette PAC pour avoir des soutiens plus francs et plus importants à l'agroécologie. J'en termine là juste pour évoquer donc les grandes recommandations. Ce qu'on préconise dans le rapport, c'est de sortir vraiment de ces politiques en silo, essayer de concevoir une véritable politique systémique de long terme centrée autour du triptyque alimentation, santé, environnement, qui s'inspirerait en fait de ce que la Convention citoyenne pour le climat avait proposé et qui a été repris dans la loi climat résilience, qui préconise la création à terme d'une grande stratégie climat, santé, alimentation, qui pourrait être en fait l'instrument de cette planification écologique du secteur agricole sur les années à venir. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger ensuite sur ces points. Effectivement, on a toute une heure de débat ensuite. Madame Cécile Faux, vous êtes présidente du groupement des épiceries sociales et solidaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Compte tenu de votre fonction et de votre point de vue, qu'est-ce que vous pouvez dire comment pouvez-vous répondre à cette question? Pourquoi un changement pour tous est-il nécessaire? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Du coup, moi, j'aurais plutôt une entrée de par ma fonction sur les épiceries sociales et solidaires, une entrée qui va être tournée vers les personnes en précarité. Aujourd'hui, on se rend compte que d'une part, il y en a de plus en plus, malheureusement, et que la crise n'a fait qu'exacerber ce constat. Et d'autre part, on se rend compte que les personnes en précarité financière n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Du coup, il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Le changement, du coup, par rapport à ça, c'est comment on rend accessible à tous à une alimentation de qualité. Il y a beaucoup de solutions qui commencent à se dessiner aujourd'hui, qui restent encore à petite échelle. Donc, il y a un véritable enjeu, je pense, à prendre cet enjeu-là de manière systémique et de le prendre à une échelle nationale, voire européenne, puisqu'aujourd'hui, l'aide alimentaire est portée au niveau européen, avec après des déclinaisons sur tous les pays. On se rend compte
que toute l'aide passe par du coup beaucoup de l'aide alimentaire passe par le FEAD qui est sur des marchés européens. Or aujourd'hui, voilà, on se dit comment on relocalise et comment on travaille sur des circuits courts. Donc il y a un enjeu à repenser l'aide alimentaire telle qu'elle est faite aujourd'hui en France pour que même les personnes en précarité puissent avoir accès, comme je le disais, du coup, à une alimentation de qualité, mais avec cette notion de circuit court, de choix de ce qu'ils vont pouvoir manger. On va traiter aussi, et il faut traiter aussi de la question des déserts alimentaires, puisqu'il y a beaucoup d'endroits, et dans la métropole de Lyon, il y a encore beaucoup de territoires où l'accès à une alimentation de qualité n'est pas possible parce que peu de lieux d'achat, et on sait aussi que les personnes en précarité sont les premières confrontées à des difficultés de mobilité. Donc il y a un enjeu, je rejoins Monsieur Fausse sur la question aussi du croisement et de prendre cet enjeu de manière systémique et interministérielle pour répondre à tous les enjeux qui vont se poser, en tout cas aux personnes en précarité. Du coup, je pense qu'il y a un enjeu. Voilà, mon angle sera plus sur la question de l'aide alimentaire et un enjeu réel à la réformer, voire à la transformer, voire à la supprimer, ce qui serait l'idéal. Et un enjeu, je pense, à coopérer, à essayer de mettre en place des filières solidaires sans déstructurer les filières déjà existantes, mais à réfléchir comment on peut structurer des filières qui vont être orientées pour les personnes en précarité en pensant à un tiers payeur, puisque l'adéquation et l'équation en tout cas de faire payer moins cher une alimentation en payant le juste prix aux agriculteurs, s'il n'y a pas un moment un tiers payeur, l'équation est irrésoluble. Donc il y a cet enjeu à réfléchir sur la structuration de filières qui vont être développées pour les personnes en précarité. Et il y a tout l'enjeu aussi tout à l'heure je parlais de libre choix de ce qu'on mange, mais il y a aussi du coup cet enjeu de démocratie alimentaire, de comment on va sensibiliser les citoyens à ces questions-là et comment on les implique dans les choix qui vont être faits. Donc ça, c'est vraiment un travail après qui doit être mené sur le terrain, en proximité, en impliquant les personnes concernées. Et en fait, c'est tout le monde. Enfin, là, moi, je parle plus particulièrement des personnes en précarité, mais il y a bien cet enjeu à tous prendre ensemble cette question-là et à participer justement aux choix qui sont pris par nos collectivités, voire par l'État. Merci beaucoup pour cette introduction. Et enfin, Alain Alexandrian, quel est votre point de vue en tant que chef cuisinier ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Alors, chef de cuisine, ça veut dire que je vais m'intéresser à vous, que je vais m'intéresser à vos envies, à vos plaisirs. En tout cas, ce qui, moi, m'intéresse dans l'alimentation, c'est non pas le premier cerveau, celui dont tout le monde s'occupe et s'occupe bien, mais le deuxième cerveau, c'est-à-dire l'estomac et tout ce qui lui concerne. Ce qui lui concerne, ça veut dire c'est une relation très étroite avec la santé, ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin, forcément la diversité, forcément beaucoup plus de légumes, forcément tout ce qu'on va parler au fil de l'émission. Mais voilà, ce pourquoi je suis ici, c'est probablement parce que maintenant ça fait une 40aine d'années que je cuisine, j'ai plus de restaurant, mais j'ai vu l'évolution. On parle d'un changement pour tous. Pratiquement tous les 10 ans en France, tout a changé. Alors tout a changé non pas parce que nous on l'a voulu, chef de cuisine, non pas parce qu'il y avait des statistiques qui étaient données à droite à gauche, mais c'est parce que vous avez voulu ce changement. Et quand je dis vous, c'est moi je me souviens, j'ai commencé en 74. Donc des années 70 à 80, c'était après mai 68. Donc mai 68, ça a été un mois, mais qui a tout chamboulé.
il y a l'arrivée de la nouvelle cuisine qui a tout chamboulé dans les années 70-80. C'était un peu du tout et du n'importe quoi, peut-être un peu comme ce que la population voulait faire. Et on a donné cette image pendant 10 ans. Et dans les années 80, première fois que la gauche arrive au pouvoir, mais pas n'importe laquelle. Et nous, on a un peu suivi ça en mettant, on va dire, des ingrédients pas très chers, abordables, donc entre guillemets le populaire, et puis une crème avec du caviar par-dessus. Et on a suivi la gauche caviar parce qu'il suffisait d'avoir des frisettes et on était à la culture, il suffisait de gagner une Coupe d'Europe et on était au sport. Mais ça faisait partie des années 80-90 qui étaient ces années où on a suivi en cuisine ce que l'on voulait faire à votre écoute. 90, 2000. Il y a eu un autre type de vote, la droite est revenue, mais attention, pas une droite dure, donc forcément une droite molle. Et quand Chirac est venu, bien sûr, c'était la tête de veau. C'était le retour à ce qui était bourgeois. Bourgeois, ça veut dire la blanquette, mais pas la blanquette comme avant. Il fallait l'alléger un peu plus. Les bourguignons, il était mis en gelée, etc., etc. 2000-2010, c'était un non-choix, un non-vote. La France savait pas ce qu'elle voulait, elle savait pas où elle allait. Du coup, on poussait les enfants à avoir des études et à être un peu plus techniciens. Et la technologie dans la cuisine est venue avec la cuisine moléculaire. On l'a mis sur un piédestal. Ça, c'était 2000. 2010, le veau d'or a été brûlé. Ça n'existait plus, mais nos enfants avaient effectivement une technologie entre les mains et une technologie aussi dans l'assiette. 2010-2020, la droite, la gauche, le centre, tout le monde parle qu'une seule chose, d'écologie. Une seule chose, on masque plus. Une seule chose, la transparence. Qu'est-ce qui arrive dans nos cuisines? Les verrines. La sauce est mise par-dessus et la sauce est mise dessous et pas par-dessus. On masque plus, on laisse voir l'ingrédient et celui qui met pas un légume à côté, il ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'on ne fait plus protéines et féculents, et on met des légumes à côté, le côté un peu écologique. 2020-2030, là on est en plein dedans. Regardez ce qui se passe dans les assiettes. Elles deviennent de plus en plus petites. Les grandes assiettes, c'est fini, elles sont un peu plus étroites. Les assiettes creuses deviennent des bols. Quand vous voyez les ingrédients que l'on met dedans, ils diminuent et quelquefois il y en a la moitié de l'assiette. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, toute cette on parlait un petit peu du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il est retransmis aussi dans nos assiettes. Et c'est vrai que ça paraît rien, ça paraît anodin, et on croit que c'est le chef qui change, mais non, le chef il change pas. On vous suit, l'alimentation vous suit, même si on sait encore une fois que s'il fallait trouver des bases communes, elles sont dans la manière dont est fait le deuxième cerveau. Ce deuxième cerveau-là, effectivement, avec des milliards d'enzymes, mais ces millions d'enzymes qui sont là, ils ont juste besoin de ce qu'on trouvait dans la nature auparavant. Et auparavant, avant qu'on soit arrêté à un endroit bien spécifique partout dans le monde, on ne prenait que ce qu'on trouvait à côté. On ne prenait et on ne vivait, voire survivait, que si on était capable d'adapter ce que l'on pouvait trouver sur place avec ce qui nous correspondait là où on était. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça et c'est un peu dommage. Moi, je me souviens, petit, il y avait des fermes de partout et on mangeait forcément ce que la saison nous donnait. Aujourd'hui, il faut expliquer ce que c'est qu'une saison. Aujourd'hui, je vais dans les écoles et je leur dis... J'essaye de leur dire, en tout cas, vous voyez, vous avez une graine, cette graine, c'est juste fantastique, c'est probablement l'avenir. Mettez-la dans un pot et regardez, il y a une tige, derrière la tige, il y a une fleur, derrière la fleur, il y a un fruit. On va manger la tomate ensemble ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de concevoir les choses, mais cette façon-là, c'est un peu vous qui nous la donnez et nous qui nous adaptons à vous la donner. Donc on a tout juste à peine dépassé le temps qui nous était imparti pour introduire cette table ronde. Et à partir de maintenant, s'engage pendant 1 heure une discussion avec les participants à qui nous faisons face. Donc vous pouvez nous adresser des questions
et vous adresser entre vous des questions, et puis on engagera des discussions assez libres à partir de là. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez le micro. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction déjà bien fournie. Je suis Vincent Bouvet du GRAP, une coopérative régionale qui travaille sur les questions de l'alimentation. Et donc effectivement, le portrait que vous dressez, on commence à bien le connaître. Et effectivement, un changement pour tous, sans doute le changement va s'imposer à nous et on faudra bien s'organiser différemment, suivre, etc., le changement climatique et le reste, etc. On a parlé un petit peu de, du rôle que pouvait avoir l'État en termes de structuration d'une stratégie alimentaire. C'est vrai que on peut avoir l'impression que le ministère de l'Agriculture ne travaille pas forcément pour nourrir directement la population française. Il y a d'autres pays comme la Suisse où le ministère a une vocation de rendre le pays plus autonome, plus résistant, etc. C'est pas le cas en France. Et je ne sais pas si on verra, avant que les enjeux climatiques nous rattrapent, vraiment un changement de tir au niveau de l'État. Et pourtant, on voit bien effectivement avec un exemple comme la métropole que les collectivités se soucient de plus en plus de la problématique alimentaire. Par contre, effectivement, avec 300 hectares, je ne suis pas sûr que la métropole arrive à nourrir toute sa population. D'où ma question, je me demande, d'après vous, si on réfléchit effectivement en système alimentaire, quel est le bon échelon territorial pour avoir une stratégie, de bon sens, de résilience, je ne sais pas, d'avenir, de simplicité, je ne sais pas comment l'appeler, pour justement affronter les enjeux qui se présentent. Voilà, merci. Peut-être Julien et Jérémy, vous aurez sans doute chacun des choses intéressantes à dire. Alors, par définition, si on veut faire bouger un système, il faut lever les verrous à tous les niveaux du système. Donc je pense que l'idée qu'il y aurait une sorte d'échelon territorial miraculeux qui va résoudre tous les problèmes au niveau duquel les politiques publiques seraient les plus efficaces est malheureusement un peu utopique et qu'il faut véritablement réfléchir à chaque étape. Le consommateur doit évoluer. Ça c'est un point important et il faut l'accompagner dans cette évolution. Il faut aussi lui donner les moyens financiers de pouvoir acheter des produits qui parfois coûtent plus cher et qui sont plus respectueux de l'environnement. Il faut qu'il y ait bien évidemment au niveau national et européen des politiques d'accompagnement qui soient véritablement centrées sur la transition agroécologique et qui mettent le paquet là-dessus. On avait publié en 2019 un rapport qui esquissait ce qui pourrait être une politique agricole commune centrée et dédiée exclusivement à la transition agroécologique. Et on voit que les orientations qui ont été prises pour les années à venir, pour la PAC, correspondent pas tout à fait à ces orientations. Si on reprend le rapport de la Cour de compte et de l'autorité environnementale qui ont été rendus récemment et qui pointent le fait que la PAC qui se dessine sera insuffisante d'un point de vue environnemental. Et ensuite, il y a toutes les initiatives locales, tous les projets alimentaires territoriaux, à l'échelle communale, intercommunale, départementale dans un certain nombre sur un certain nombre de territoires, qui apportent des solutions et qui sont efficaces. Mais je le répète, c'est vraiment la conjonction de tous ces instruments-là qu'on va mettre en œuvre au niveau du consommateur, au niveau local, au niveau national et européen, qui permettront vraiment de faire bouger les lignes. Et juste un point, ça vous avez évoqué notre adaptation au changement climatique. C'est pas une option. Le changement climatique, c'est un mur. On va vers ce mur, on y va en klaxonnant. Mais cette nécessité biophysique de faire évoluer rapidement nos modes de production agricole et nos modes de consommation, elle s'impose à nous. Elle s'impose d'ores et déjà à nous. Donc l'adaptation, il va falloir qu'elle se fasse vraiment dans l'urgence. Et ça doit être un driver, à mon sens, fondamental de toutes les politiques publiques qui devront être mises en place dans les années à venir, parce que ce déterminant biophysique-là, on n'y échappera pas. J'ai l'impression qu'il y a deux points dans cette réponse. Il y a en effet une nécessité absolue d'engager une transition à toutes les échelles géographiques. Et après, la question de la responsabilité en termes de périmètre administratif.
Mais parfois, les responsabilités en termes de périmètre administratif ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être ou de ce qu'elles pourraient être. Et notamment, si Jérémy Camus, vous souhaitez engager une transformation profonde du système agricole, par exemple, sur votre territoire, vous n'avez pas toutes les compétences juridiques et administratives pour le faire. L'État peut bien sûr légiférer, peut lever un impôt, ce que vous ne pouvez pas faire en tant que collectivité. Est-ce que tu as conscience d'un manque ou bien est-ce que tu as l'impression d'avoir les coups des franches pour engager une politique de transition à la hauteur des enjeux qu'on a décrits? On a peut-être une chance à la métropole, c'est qu'on a une collectivité à statut très particulier qui permet d'agglomérer beaucoup de compétences et qui permet d'agir sur un autre pilier qui est le pilier social et lutte contre les précarités alimentaires de par notre fonction départementale. C'est à la fois une Comcom ou une communauté d'agglomération et un département et la politique agricole également portée par le département. Donc on a quand même des outils à être disponibles. Là où je rejoins le commentaire, c'est vrai qu'on ne tire pas tous dans le même sens aujourd'hui, que ce soit au niveau régional, au niveau de l'État et au niveau de l'Europe. Moi, j'étais très fier, en arrivant à la métropole, de multiplier par 4 le budget qui était consacré à l'agriculture. Là, je vois les orientations de la nouvelle PAC qui va probablement arrêter les aides à la conversion en bio pour les agriculteurs. Et bien, à un moment donné, je vais devoir consacrer une partie du budget de notre petite collectivité par rapport aux milliards d'euros qui sont injectés par la PAC pour compenser le retrait de la PAC sur, par exemple, la conversion en bio. Donc ça va me prendre du budget pour pouvoir compenser ce que la PAC décide d'arrêter. Ça va me prendre du budget quand la région Auvergne-Rhône-Alpes décide d'arrêter la dotation aux jeunes agriculteurs pour les jeunes agriculteurs qui sont hors cadre familiaux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas issus d'un contexte familial, la région décide d'arrêter les dotations aux jeunes agriculteurs, qui est une dotation importante pour des jeunes agriculteurs quand ils s'installent dans leur propre exploitation. Et ben là, la métropole, elle va devoir faire quoi? Prendre sur le budget qui était censé être un budget pour changer d'échelle, pour compenser ou pour pallier les défaillances d'autres collectivités qui ont ces responsabilités normalement d'accompagner l'arrivée de jeunes agriculteurs sur le territoire et d'accompagner une agriculture plus en lien avec le changement climatique et les impacts sanitaires de l'alimentation autour de l'agriculture biologique. Donc c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup à faire porter par une collectivité, petite collectivité, par rapport aux budgets qui sont aujourd'hui disponibles au niveau État et au niveau Europe. C'est la même chose quand on lance le RSA, c'est-à-dire le RSA jeune que l'État ne souhaite pas amener. Bah oui, c'est vrai que c'est la collectivité qui va prendre sur son budget, sur sa responsabilité, pour amener un revenu de solidarité aux plus jeunes. Bref, donc ça c'est un peu le caillou dans la chaussure aujourd'hui pour mener à bien ces politiques. Là où moi je reste toujours positif, comme je sais plus qui disait, c'était Mohamed Younous qui disait je suis un optimiste compulsif. Donc en gros c'est dire il y a quand même des choses qui se passent sur le territoire et la chance qu'on a. Et déjà, autour de cette table, vous l'illustrez, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas attendu les collectivités pour se mettre en mouvement, qui ont créé des choses, qui ont été pionniers, qui essayent de changer d'échelle. Et on n'était pas encore, il y a 15 jours, 3 semaines, à inaugurer le nouveau local du GESRA à Vénissieux. Et là, il y a un enjeu maintenant d'accompagner les acteurs à changer d'échelle, c'est-à-dire à aller avoir un impact plus important à la fois sur la lutte contre les précarités, mais sur les pratiques alimentaires vertueuses, sur les pratiques agricoles vertueuses. Moi, j'aimerais bien aussi, je repère là dans la salle Christophe sur les Robins des Champs. Ça serait intéressant qu'il y ait un témoignage sur ce que vous faites déjà à l'échelle, comment la collectivité elle accompagne aussi ce type de démarche. Je vois Christian Tête-Doigt qui nous fait l'honneur d'être dans cette salle aussi. Toute cette démarche qu'il a depuis maintenant quelques années, avec l'approvisionnement en direct de maraîchers qui sont situés sur le territoire, avec une démarche de raisonnement par rapport au changement climatique en allant essayer d'aller tester avec le centre de recherche de botanique appliquée qu'on a la chance d'avoir sur ce territoire, la métropole à Charlie, qui teste des semences qui sont résilientes demain au changement climatique, d'avoir des grands chefs comme Christian Tête-Doigt qui va vers cette démarche-là et qui propose aux habitants, à ses consommateurs, à ses visiteurs, de tester aussi dans l'assiette ce que ça représente de prendre en charge le climat à travers son assiette. C'est positif. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, elles foisonnent et sur la métropole de Lyon, on en a beaucoup. Désolé si j'ai pas repéré tout le monde là dans la salle, mais juste pour illustrer un petit peu le fait qu'on est plus aujourd'hui. Moi, ma thématique aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est changement d'échelle. Comment on aide les acteurs à changer d'échelle. Et là, on a peut-être des nouvelles formes aussi d'intervention de la collectivité pour accompagner ces acteurs. C'est pas forcément que du subventionnement et en gros vous prenez et puis vous débrouillez. C'est aussi comment on co-construit des solutions. Typiquement avec les acteurs de la lutte contre la précarité, il y a un enjeu de mutualisation de leur logistique.
à un moment donné, les acteurs là, ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir les outils logistiques efficaces, pertinents pour atteindre leurs bénéficiaires. Comment la collectivité, elle devient partie prenante de cet enjeu de mutualisation logistique. Sur l'agriculture, comment demain la métropole, elle devient elle-même productrice de ces légumes, même si ça représente un petit volume, c'est pas grave en soi. En soi, c'est de montrer que c'est possible d'avoir d'autres modèles de production que le modèle dominant. Et donc demain, moi, mon grand projet, c'est de créer une régie agricole métropolitaine sur la métropole qui permettra d'alimenter au moins une partie des 80 collèges qu'on est amené à nourrir tous les jours avec les 25 000 assiettes qu'on donne tous les jours aux collégiennes et aux collégiens de la métropole. Donc voilà, c'est amener aussi montrer que ça fonctionne, montrer que ça marche, que c'est pas anodin ou c'est pas anecdotique ou c'est pas inefficace. Non, au contraire, c'est des choses qui sont. La dernière fois que j'étais ici, il y avait une jeune femme qui s'exprimait sur un programme qu'on met en œuvre qui s'appelle Famille Alimentation Positive, avec l'ARDAB et puis la structure de la Fédération des centres sociaux. Quand vous écoutez le témoignage de cette personne sur l'impact que ça a eu dans son alimentation au quotidien auprès de sa famille, le pivot qu'elle a réalisé dans la façon d'alimenter ses enfants et le côté sanitaire qui va derrière, sur des populations en grande précarité, bah ouais, génial quoi. Donc bah, c'est bien de l'avoir sur un témoignage, mais demain il faudrait l'avoir sur 1000 familles qui soient bénéficiaires de ce type de programme. Donc voilà, on est plus sur ces enjeux de changement d'échelle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pour répondre juste au périmètre, à un moment donné, il faut accès à un périmètre. Alors, sur le projet alimentaire territorial lyonnais, était décidé d'aller sur 50 km, ce qui correspond à ce qu'on appelle le carré métropolitain, qui est une vieille statistique INSEE, c'est l'aire urbaine lyonnaise, grosso modo, et on se dit que dans ce périmètre-là, on commence à avoir suffisamment d'agriculture pour être quasiment autonome si on devait tout orienté sur la population de ce bassin de vie de l'aire urbaine lyonnaise. Et puis on voit qu'il y a aussi des mécanismes pour reprendre la notion de lien entre l'agriculture et la transformation alimentaire, la distribution. On voit qu'on a tous les acteurs en place sur ce périmètre-là. Mais voilà, c'est un périmètre sur lequel on doit travailler, mais en soi, c'est pas. Ce qui est important, c'est concrètement qu'est-ce qu'on va faire ensemble demain avec la Dombes, qu'est-ce qu'on va faire avec le Nord-Isère, qu'est-ce qu'on va faire avec Saint-Étienne, et peut-être que ça sera juste une légumerie en commun, c'est par exemple ce qui se fait à Mornan, juste au sud de la métropole. C'est peut-être demain une plateforme de producteurs récoltés Nord-Isère qui est en dehors de la métropole. C'est peut-être une démarche très liée aux cantines scolaires dans la Dombe. Et voilà, et c'est ça qui compte à un moment donné, au-delà des grandes réflexions multilatérales et scènes de dialogue politique, etc. C'est concrètement qu'est-ce qui sort comme projet, quoi. Alors, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien la démarche systémique qui progressivement peut se mettre en place. Moi, je suis Geneviève Ancel et je travaille au Dialogues en Humanité, c'est des communautés de réseaux qui essayent justement de développer des initiatives positives en échangeant et en faisant en sorte de se soutenir, quel que soit l'endroit dans le monde. Et je trouve, il y a deux choses que je trouve intéressantes à partager avec vous. C'est la première, c'est que tous les réseaux qui travaillent au niveau international, mais toujours ancrés sur des territoires, sur ces sujets-là, insistent sur le triptyque sécurité alimentaire, résilience climatique et autonomisation des femmes. Donc je trouve que c'est une dimension qui est très présente dans cette réalité-là pour faire l'effet bascule. Donc comment vous voyez cette action-là en France et sur nos territoires ici. Il y a également un autre effet bascule que je trouve très intéressant. Nous en avions discuté avec Jérémy Camus il y a peu de temps. C'est tout le travail dansons autour de la table. Ce sont en fait des compagnies, notamment une compagnie de danse de hip-hop, qui utilisent le hip-hop comme levier d'action pour changer les habitudes dans les assiettes des jeunes générations. Et je trouve ça extrêmement intéressant et puissant parce qu'en fait, on ne sait pas qu'il y a 1 million de gens qui pratiquent le hip-hop en France, 30 millions dans le monde. Le breakdance va être présent aux Jeux Olympiques 2024. Et il y a là un enjeu, vous voyez, c'est ce pas de côté
que je trouve intéressant à développer et qui nous oblige en fait, que ce soit par les femmes des pays du Sud ou par les jeunes des banlieues qui aujourd'hui prennent cette question très à cœur pour changer la malbouffe et refuser Red Bull par exemple, pour ne le citer, mais surtout pour chercher par exemple des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire pour les soutenir. Donc c'est VRAC qui a soutenu la compagnie Second Souffle à Givors pour l'Olympic Street Battle qui a eu lieu en juillet dernier. Vous voyez, donc c'est extrêmement intéressant de voir la démarche systémique que vous appelez de vos voeux, déjà existante par des signaux peut-être faibles parce qu'on les voit pas, mais qui sont d'une puissance impressionnante si on veut bien les regarder, peut-être les accompagner davantage. Merci. Les petits signaux, non. Ce qui existe, par exemple, je veux juste rebondir sur VRAC, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant d'aller de point en point pour essayer justement que la qualité soit au rendez-vous à chaque fois qu'il n'y a pas forcément de magasins qui puissent être distribués, etc. Mais ça va au-delà. Tu parlais de la danse tout à l'heure, mais avec Boris Tavernier, donc le président de VRAC, on organise pratiquement toutes les années des concours de cuisine et on n'imagine pas le concours de cuisine dans ces endroits-là qui sont des endroits un peu délestés par le cœur de la ville et non pas qu'ils ne le veulent pas, c'est que chacun reste sur des positions alors que ces positions elles sont tellement à vouloir se mettre en avant pour être partagées, on n'imagine pas la joie, le plaisir, en tout cas l'échange qu'il peut y avoir entre ceux qui essayent de se dire mais c'est quand même formidable, il y a des gens assez connus sur Lyon qui viennent à Vénissieux, à Vaux-en-Velin, etc. et qui vont goûter notre cuisine. Nous, on va essayer de la juger le mieux possible, mais en tout cas, ils partent avec, au-delà des cadeaux qu'ils ont, ils partent avec des diplômes. Ce diplôme-là, la dernière fois, je pense que ça fait 6 fois maintenant que je fais le concours avec eux. Et au dernier CIRA, j'ai vu quelqu'un qui s'approchait de moi et elle me dit « C'est probablement parce que vous avez fait ce concours qu'aujourd'hui je veux devenir... Et ça va un peu au-delà. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a embrassé la cuisine parce qu'on est allé la voir. Elle a embrassé la cuisine parce que la thématique de dire mettez un peu plus de légumes, vous savez la diversité, c'est pas forcément toujours manger de la même façon ou la tradition peut être bien présente, ne l'oubliez pas, les week-ends sont faits pour ça, mais le restant, regardez un peu ce qu'il y a autour. Et elle m'a dit moi aussi, à mon tour, je veux changer. Donc il y a ça, il y a ce genre de témoignages, des témoignages très très forts. Et puis derrière, tu parlais de l'extérieur qui doit aussi venir échanger. Le CRBA dont tu as parlé, Jérémy, tout à l'heure, et ce centre de botanique de recherche à Volki, le CRBA fait venir des graines en général de Saint-Pétersbourg, et c'est des graines qui étaient rhône-alpines il n'y a pas si longtemps. Et à savoir qu'il y a peut-être 200 petites graines qui sont parties, qui vont revenir. Aujourd'hui, quand on regarde vraiment, on parlait de pauvreté, de choix qu'on pouvait avoir, peut-être, parce que quand je vais dans les écoles, je demande aux enfants de me citer une dizaine de légumes, ils arrivent rarement au 10e. Ça veut dire qu'on leur apprend pas à manger autre chose et qu'ils passent à côté des blettes, à côté des choux raves, à côté de plein de choses qui sont existantes mais qui feraient l'équilibre de ce que l'alimentation doit faire aujourd'hui. Pas forcément avec une grosse somme d'argent, mais en tout cas avec une diversité de goûts. Et cette diversité de goûts, je pense que là, c'est notre rôle d'aller au-devant et de leur dire, mais vous savez, c'est pas bien grave, prenez un légume, vous le lavez, vous l'épluchez s'il n'est pas bio, sinon c'est pas la peine, vous mettez de l'eau à hauteur, laissez réduire le tout, et une fois qu'il n'y a plus rien, assaisonnez-le comme vous aimez, mettez la matière grasse que vous aimez, et vous allez découvrir un légume. Le fait de rendre très simple les choses qui
pourrait être compliqué quand on vient dans un restaurant, c'est aussi notre devoir. Et le fait d'aller à l'extérieur, de faire des concours de cuisine et de se dire que ce mélange existe, oui, il existe dans la danse, oui, il existe dans les graines qu'on fait revenir, et il existe aussi dans cette relation un peu particulière que la cuisine peut donner avec la population. Oui. Merci. Oui, merci d'aborder aussi les femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis 9h22 ce matin, vous travaillez gratuitement par rapport aux hommes avec la différence de salaire. Donc, il y a un gros travail avec les femmes. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de projets qui tournent sur cette dimension. Comment on remet les femmes à la cuisine. Désolé pour le slogan un peu provocateur, mais c'était celui qui a été repris par une association qui s'appelle Weavers et qui a aussi mené un programme qui s'appelle Des étoiles et des femmes. Je crois que c'est ça le nom du programme, pour remettre aussi les femmes dans un monde très masculin de la grande cuisine. Et puis d'autres projets autour de l'agriculture. On est en train de travailler aujourd'hui sur un projet d'insertion de femmes dans le monde agricole, en particulier sur le maraîchage, qui pourrait voir atterrir demain pas très loin d'ici. Donc oui, important de aussi mettre les femmes au premier rang dans ces discussions ou dans ces sujets de l'alimentation. Voilà. Donc, América Espinosa Verdu, donc je travaille à la métropole de Lyon et je suis donc en charge de la démarche zéro plastique. Donc, évidemment, à mon âge, j'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de thématiques et une thématique qui me tient énormément à cœur, évidemment, c'est celle de l'alimentation, mais de façon transversale. Et en fait, il y a quelque chose, alors, c'est Geneviève qui me fait penser à ça en parlant des femmes, c'est que finalement, on a, d'une façon traditionnelle, en fait, on se trompe sur les coûts, et je pense que comment dirais-je, dans les journées de l'économie, c'est très important, en fait, de parler, pas des coûts en termes d'argent, mais les coûts en termes de création de valeur. Et je pense que là, où les femmes ont été laissées, en fait, c'est surtout en termes d'image, parce que ça veut dire que tout le travail, toute la création de valeur qui est induite par les femmes en termes éducatifs et en termes de fonctionnement, il n'est pas valorisé. Et c'est vrai que quelque part, si on fait les parallèles, on arrive effectivement à donner en fait, à redorer un petit peu l'image du travail de la femme en reconnaissant tout simplement symboliquement la valeur en termes éducatifs. Et c'est vrai que quelque part, la question des messages aussi, je crois qu'on a, là, vous parliez en fait effectivement montrer que c'est simple. Je dis que quelque part, il faut vraiment beaucoup déconstruire l'image en fait qui a été donnée par l'industrie agroalimentaire, qui a modifié donc nos habitudes alimentaires, en disant effectivement ça c'est facile, et puis finalement on en est tous convaincus, et c'est pour ça qu'on en est venu à utiliser des sachets pour les pâtes, des sachets pour les riz, des sachets pour faire gonfler en fait de la graine de couscous ou etc. Et je crois que c'est tous ces modèles-là que nous devons déconstruire, mais dès le plus jeune âge. Parce que je veux dire, finalement, c'est vrai qu'une autre chance qu'on a à la métropole parmi, en fait, la pluralité des compétences qu'on a, c'est que quelque part, on touche tous les secteurs en fait des populations du plus jeune âge, donc avec la comment dire, la protection maternelle et infantile jusqu'à effectivement les grands âges par les biais de solidarité. Et je pense qu'effectivement l'alimentation c'est une thématique commune et qui est très fédératrice. Et je crois que quelque part c'est vraiment une occasion pour mettre un petit peu, je dirais, tout le monde autour de la table pour les coups, que ce soit les urbains, que ce soit les ruraux, parce que finalement il pique assez pas mal d'images et de clivages en fait. Voilà. Juste en réaction rapidement, je crois que Cécile, tu voulais prendre la parole, mais typiquement sur les emballages, on constate aujourd'hui une augmentation de 3-4% des prix de l'alimentation courante pour la population, donc une inflation forte qui est liée en grande partie à la rupture d'approvisionnement des emballages pour emballer des produits qui, eux, ne sont pas plus chers qu'avant, mais c'est les emballages qui ont coûté plus cher, et donc ça amène cette inflation de 3-4% dans le portefeuille de chaque consommateur lié à l'emballage. Et Cécile par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur toutes
toutes les initiatives qui avaient lieu sur les quartiers. Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs, et dont certains qui sont là, qui font beaucoup, en tout cas, sur les questions de précarité alimentaire, mais avec le côté comment on sensibilise, comment on valorise ce qui est fait, les connaissances de chacun, parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, l'idée c'est pas forcément de réapprendre à chacun à manger. Il y a beaucoup de gens qui savent encore faire à manger et qui cuisinent, malgré tout ce qui peut être dit. Après, c'est quel est l'accès à des produits de qualité pour le faire. Il y a aussi une question évidemment de temps et de finances, mais il y a aussi une question d'accès. En tout cas, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Et on parlait d'échelle, et c'est comment on arrive à changer d'échelle, je pense, aujourd'hui, qui est important. C'est de se dire que ça soit la danse comme vecteur pour arriver à autre chose, que ce soit le théâtre, que ce soit la photo. Enfin, il y a plein de moyens en fait qui peuvent être liés à la grande question de l'alimentation, qui est hyper fédératrice aussi. Mais c'est se dire comment on arrive à changer d'échelle et à être un peu plus global et à être un peu plus, arriver à mettre tout le monde. À mettre tout le monde dans ce changement de direction et à repenser la question de l'alimentation et à changer. Enfin, tout à l'heure, voilà, c'était pour rebondir sur cette histoire, enfin sur la question de comment on change d'échelle. Sur la question d'approvisionnement, on se dit comment on redevient plus en circuit court et plus local. Et à l'inverse, quand on réfléchit en termes de projet, et ben on se dit comment on devient plus global. Pour que ces solutions, elles répondent et elles soient des solutions pour tous. Je suis bien d'accord avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, moi j'en ai marre aussi parce que ça bouge pas et ça m'énerve. Et je trouve que tout le monde veut tout faire maintenant et que j'aimerais bien qu'on retrouve le bon sens de nos aînés. Avant, on allait chez le boulanger pour acheter du pain, on n'allait pas à la grande surface, on allait chez le primeur pour acheter des légumes. Et voilà. Et je trouve qu'il y a un moment où il faut qu'on revienne un peu à la raison. Et quand on va dans tous ces magasins, et ça déborde de marchandises. Je suis persuadé qu'il y en a au moins 30% qui finissent à la poubelle. Il faut vraiment qu'on empêche ces magasins d'ouvrir. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, merci Christian Tête-Doigt. Je partage un peu ce coup de gueule. Il n'y a pas à tortiller, comme vous dites. En France, il y a 6 communes sur 10 qui ne disposent plus d'aucun commerce d'alimentation générale, ce qui représente à peu près 10% de la population française, parce que ce sont bien sûr des communes plus rurales que la moyenne. Et la principale raison à cela, c'est que les commerces ont été vidés de leur clientèle par des zones commerciales périphériques, un constat qui est fait depuis peut-être les années 80. Qui sont, je pense qu'on pourrait dire objectivement laides et qui, en effet, en plus d'être laides, induisent une dépendance à la voiture. Donc, il y a un mode de transport qui repose sur le pétrole, une ressource non renouvelable, qui émet du carbone, qui induit une précarité alimentaire, enfin, qui génère tout un tas d'externalités très défavorables pour le bien commun. Et on fait croire à chacun qu'on en retire un bénéfice particulier quand on ouvre une zone commerciale. Mais c'est un constat, je veux dire, j'ai l'impression qu'il a été fait bien avant que je sois né, que c'était déjà catastrophique, même pour l'emploi. Quand on ouvre une grande surface commerciale, on crée certes quelques emplois de caissiers ou caissières, et on en détruit par ailleurs un plus grand nombre dans le centre-ville de la localité voisine. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Et par ailleurs, sur la question de l'échelle et comment induire un changement du système alimentaire à la hauteur des enjeux qu'on a décrits. Il y a plusieurs organismes de recherche qui se sont penchés sur la question comment créer effectivement un système alimentaire sain et durable. Et on n'a pas le temps ici de présenter très en détail ce que contiennent ces scénarios. Néanmoins, on peut retenir qu'ils convergent sur un certain nombre d'aspects. Premièrement, une nécessité de changer en profondeur notre régime alimentaire pour en particulier avoir plus de protéines végétales, donc diminuer la proportion de protéines animales dans notre menu, tout simplement parce qu'il y a apport nutritionnel équivalent. Des produits animaux nécessitent plus de ressources, génèrent plus d'émissions de carbone pour être produites. Deuxièmement, deuxième grand point sur lequel convergent ces scénarios, c'est la nécessité de développer, de massifier, voire de généraliser les pratiques agricoles qu'on appelle agroécologiques,
C'est un mot qui rassemble un ensemble de pratiques qui ont comme principal point commun de tirer parti de nos connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes pour les appliquer aux agrosystèmes, aux écosystèmes cultivés, pour avoir des systèmes qui soient à la fois productifs et durables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos systèmes. Et alors cette généralisation de l'agroécologie ne nécessite pas, disons, de rupture technologique majeure, ne nécessite pas de tracteurs 5G ou de drones connectés ou quoi que ce soit. Et en cela, je suis assez étonné d'entendre lors d'une conférence France Relance le président Emmanuel Macron dire que les 3 piliers de l'agriculture de demain seront, je cite mot pour mot, numérique, robotique, génétique. Pour moi, ces 3 piliers ne répondent à aucun des enjeux qu'on a cités en introduction. Ça ne répond pas à la précarité des agriculteurs, ça ne répond pas à la question de la résilience face au changement climatique, ça ne répond pas aux impacts sanitaires du système alimentaire. Donc je suis assez curieux de comprendre pourquoi on continue de faire croire que tout ne dépendrait que d'innovation technique. Pour généraliser l'agroécologie, il va falloir plus d'agriculteurs sur des fermes plus petites, plus diversifiées. Bien sûr, en ne mettant pas à part la technologie, on a besoin d'un grand nombre de technologies notamment réparables, qu'on entretient facilement, qui sont utiles et qui sont efficaces du point de vue énergétique. Donc tout ça est très important à développer. Et 3e grand pilier sur lequel s'accordent ces scénarios de transition, c'est la nécessité de reterritorialiser les systèmes alimentaires pour plusieurs raisons. Alors pas uniquement pour la question de durabilité, pour la simple question par exemple des émissions de carbone, ce n'est pas toujours évident qu'il faille relocaliser, mais il y a bien d'autres raisons à vouloir reterritorialiser. Il y a des questions de souveraineté alimentaire, d'autonomie du territoire, de résilience face à des événements extérieurs, notamment des ruptures énergétiques ou autres. Et puis de complémentarité entre les productions d'un même territoire. Par exemple, on n'a pas du tout intérêt à spécialiser les régions comme ça a été le fait jusqu'à récemment avec beaucoup de production animale d'un côté, par exemple en Bretagne, et quasiment que du végétal dans une autre. Quand on fait ce genre de pari économique, en vertu de la théorie des avantages comparatifs, eh bien on crée plein d'externalités, on déséquilibre massivement les écosystèmes dans une région et on crée par ailleurs une condition de vulnérabilité d'un écosystème économique face à une crise, par exemple, une crise de l'élevage porcin. Donc tout ça est très peu résilient et très peu souhaitable. Donc voilà les 3 grands piliers à retenir: changer nos régimes alimentaires, généraliser l'agroécologie, donc avec plus d'agriculteurs et des fermes plus diversifiées, pas de rupture technologique majeure, pas nécessairement en tout cas, et troisièmement des systèmes alimentaires plus territorialisés. En 2 mots, le marché et pas le supermarché. Oui, je prends le relais. Donc Jean-Louis Chautagna de la coopérative Les Fermes Partagées. Donc notre action justement est là pour favoriser, accompagner et multiplier les fermes collectives, justement les fermes agroécologiques. Donc on a été créé par 3 fermes collectives en Rhône-Alpes, la ferme de Chalonne qui est dans l'Isère, la ferme des Volonteux qui est dans la Drôme et la ferme des Clés des Sables qui est dans le sud Isère vers Romans. Donc, et puis 2 coopératives, donc Grappe, et puis une autre coopérative locale qui s'appelle la Carline, qui justement crée un système alimentaire territorial. Donc on est convaincu également qu'il y a une voie et la possibilité pour des fermes collectives d'apporter des réponses réelles sur le terrain à ces problématiques qu'on vient d'exposer. Après, ma préoccupation assez quotidienne, on va dire, c'est comment faire en sorte que le milieu agricole se saisisse de ces questions. Parce que souvent, on discute d'alimentation, mais sans les agriculteurs, en fait, parce que c'est des professions qui sont hyper prenantes, où les gens sont souvent sur le terrain, il y a beaucoup d'heures de travail, et du coup, il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent sans eux, alors qu'en fait, à la base, il y a quand même l'agriculture, c'est-à-dire que tous les défis du changement climatique, c'est bien les paysans sur le terrain qui vont devoir les résoudre, parce que s'il y a moins de production locale, on aura des problématiques de distribution, de transformation, etc. Donc, ma question, c'est là-dessus, c'est comment on crée les méthodes, les lieux, les pratiques qui vont permettre réellement de travailler avec les agriculteurs, et notamment les agriculteurs qui ne sont pas convaincus encore, parce que il y a en Rhône-Alpes une dynamique bio qui est assez forte, et on voit bien qu'il y a des circuits courts aussi qui sont assez importants, mais loin encore de répondre aux enjeux. Et du coup, il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui sont loin de tout ça, et qui continuent à avancer, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Parce que souvent, quand on a évoqué la reconversion, mais
quelqu'un qui veut réorienter sa ferme, c'est quand même hyper compliqué. S'il n'y a pas de revenu de substitution, pendant un temps donné, il ne pourra pas réorienter sa production, quoi. D'autant plus qu'en ce moment même, le marché de la bio commence à... on voit des signes que le marché de la bio ralentit, et voire même que certains produits bio pour les paysans se vendent moins cher. Donc du coup, toute leur reconversion tombe à l'eau quelque part. Donc là, on a quand même une vraie problématique à résoudre. Et voilà, donc c'est un petit peu ce sujet-là que je voudrais qu'on puisse échanger là-dessus, quoi. Oui, il y a plusieurs leviers. Je me permets de répondre au tac au tac là sur l'appui du monde agricole. Et il y a les leviers classiques de subventionnement, et vous les connaissez. Et en l'occurrence, que la politique publique, elle augmente les moyens pour subventionner les agriculteurs qui correspondent le type d'agriculture qu'on... Alors, à la fois dans les pratiques culturelles, typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, compenser, en l'occurrence, les retraits de certaines autres subventions, en tout cas sur la métropole, et puis également accompagner les investissements de ces agriculteurs qui sont souvent très importants, qui peuvent avoir une part de risque importante aussi pour eux à titre personnel dans leur patrimoine, et on voit les conséquences qu'ont pu avoir certains investissements dans le monde agricole, qui amènent certains à mettre fin à leur jour pour pouvoir arrêter de trimer tous les jours pour rien, quoi. Et puis un autre enjeu, c'est ce que vous faites aussi, c'est de développer des nouvelles formes d'agriculture, plutôt de nouvelles formes juridiques d'agriculture, et en particulier sur la coopération, c'est-à-dire de peut-être trancher avec le modèle dominant de l'entrepreneur solitaire sur son tracteur connecté qui a été amené, et c'est pas la responsabilité de l'agriculteur qui est dans son tracteur 5G, hein, c'est la responsabilité du modèle dominant qui a amené ce fonctionnement-là et qui l'amène à prendre seul des risques, à parfois être seul à partager cette expérience et d'aller vers des formats coopératifs comme ceux que vous faites la promotion, et en particulier des modèles juridiques de coopératives d'activité d'emploi, si je me trompe pas, qui est déjà utilisé dans d'autres modèles, dans d'autres mondes professionnels, et qui choque personne en fait. Ça choque personne aujourd'hui d'avoir un architecte qui est en coopérative d'activité et d'emploi, ça choque personne qui est un consultant indépendant qui soit en coopérative d'activité et d'emploi. Le monde agricole a le droit de ressaisir des codes qui existent par ailleurs dans d'autres mondes. Même chose, là on veut monter un incubateur de paysans. Quand on dit incubateur de paysans, tout le monde ça paraît bizarre, mais personne ne remet en question aujourd'hui qu'il y a des incubateurs nombreux pratiquement partout pour pour monter des projets de start-up très techno, etc. Prenons les mêmes codes et les mêmes sources aussi d'aide à l'investissement. C'est-à-dire demain, moi je rêverais que le secteur privé s'investisse aussi aux côtés des agriculteurs pour monter leurs projets, qu'ils soient coopératifs, qu'ils soient bio, qu'ils soient qui travaillent avec le CRBA, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut faciliter. Donc nous, en tant que collectivité, à part amener l'argent quand il le faut, et on le fait à travers, par exemple, on a voté il y a 3 semaines, un mois, 500 000 euros d'investissement dans des fermes sur la métropole de Lyon qui avaient besoin d'investissement pour se développer ou se créer, en particulier en mettant des bonus pour ceux qui font du bio, des bonus pour ceux qui se montent en coopérative et des bonus pour ceux qui vont faire du circuit court. En gros, dire on va valoriser plutôt ceux qu'on souhaite faire se développer sur la collectivité. Et puis demain, c'est mettre en place le fameux plan bio, quoi. C'est-à-dire on veut du bio sur la métropole, il faut s'en donner les moyens. Et donc on va essayer d'accompagner au mieux tous ceux qui veulent se lancer ou se développer sur l'activité bio. L'autre chose, c'est la commande publique. Enfin, on l'oublie aussi, mais on a un gros levier, à travers la commande publique. Christophe, en tout cas avec les Robins des Champs, on a initié quelque chose. C'est vous faites du circuit long avec vos cultures céréalières, comment on vous amène à faire des cultures d'interculture, plutôt sur des circuits courts, et on vous trouve des débouchés dans la commande publique. Et basiquement, ces céréaliers sont mis à faire de la lentille, et la lentille, on l'a cherché des débouchés dans les collèges, dans les groupes scolaires, au restaurant administratif de la métropole, et c'est, je crois, entre 10 et 20 tonnes de lentilles qui ont été produites par des céréaliers qui n'avaient pas forcément ce rapport-là du circuit court, qui était dans l'habitude de la production circuit long, et les amener à produire du circuit court en leur garantissant des débouchés. Voilà, un des armes qu'on peut utiliser, c'est aussi la commande publique, et d'orienter la commande publique vers ceux
vers quoi on veut aller en termes de pratiques agricoles. Alors ça ne veut pas dire que c'est gagné, hein, c'est vraiment des prototypes, on teste, on expérimente. Cette année, c'est un fiasco total avec le climat qu'on a eu sur ce type de culture. Donc on n'aura pas de lentilles, peut-être qu'on va s'orienter sur du pois chiche ou peut-être du haricot, parce qu'on se rend compte qu'on peut utiliser du haricot dans la restauration scolaire pour remplacer la farine, par exemple, quand on fait des gâteaux ou quand on fait des préparations à base de farine. Enfin voilà, donc voilà, ça teste encore beaucoup sur ces enjeux-là. Ouais. Peut-être juste un complément sur le début de l'intervention portait sur comment on associe tous les agriculteurs. Et quand on regarde les projets alimentaires territoriaux qui fonctionnent bien sur le long terme, que ce soit en France mais aussi à l'international, il y a des exemples un peu historiques de politique alimentaire locale à Bristol, à Toronto ou autres. On se rend compte que ça ne fonctionne que si et seulement s'il y a eu une instance de concertation avec les agriculteurs qui les a associés dès le départ, pour co-construire une politique de long terme, avec des échéances, avec des indicateurs de suivi, etc. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. En France, il y a eu un grand exercice qui avait été conduit par la région Nord-Pas-de-Calais, donc avant la création de la région Hauts-de-France, pour concevoir une politique de l'alimentation régionale. Et je me souviens à l'époque, moi je travaillais au ministère de l'écologie, mais avoir interrogé des responsables sectoriels agricoles régionaux, et ils étaient, malgré les divergences de vues qu'ils pouvaient avoir avec des associations de consommateurs ou des ONG environnementales, ils étaient heureux au moins d'avoir une instance au sein de laquelle ils pouvaient discuter, échanger, partager leurs points de vue avec des consommateurs, avec des associations. Et je pense que cette dimension-là de démocratie locale, de co-construction, de participation de l'ensemble des acteurs, elle est essentielle pour que la transition fonctionne. Et c'est vrai à l'échelle locale et c'est vrai aussi à l'échelle nationale ou européenne. Même pour l'avoir vécu, essayer de faire des échanges, de marier nos métiers. C'est-à-dire que souvent, enfin moi je travaille beaucoup avec les AMAP aussi, et un jour ils sont venus me voir en disant, il y a, c'était la métropole d'avant, mais peu importe, elle nous donne la possibilité de faire des mini-films. Est-ce qu'on pourrait pas aller sur YouTube et puis faire voir la manière dont on cultive, la manière dont les AMAP correspondent aujourd'hui, et peut-être la manière de cuisiner derrière d'une façon très simple. Et je pense que le dernier exemple tout bête, je fais souvent les marchés, forcément, je sais pas, le chou de Bruxelles, par exemple, était très mal vendu. Et je lui ai dit, mais si tu veux, je te fais une recette, elle va pas être compliquée. Je lui ai donné la recette, il l'a mis sur un petit pamphlet. Jamais ça s'est aussi bien vendu. Il n'en avait plus. Il a tout épuisé juste parce que les gens avaient une recette. J'imagine demain que si vous partagez avec un cuisinier ou un pâtissier ou un boulanger ou avec peu importe les métiers de bouche, en tout cas si derrière vos produits, vous avez quelque chose qui va faciliter les gens à aller les acheter. Alors, c'est pas parce que vous êtes la ferme d'un tel ou un tel, mais par contre, parce qu'il connaît vous, c'est-à-dire l'humain qui est derrière. Derrière ça, tiens, je connais pas le chou rave, il y a une recette, elle me paraît pas compliquée, je vais en prendre 2, et si c'est bon, je reviendrai. Et vous allez écouler, grâce à ce partage, et ce mariage de métiers, il est probablement un peu avec la cuisine, avec de la photo, avec il n'est pas forcément uniquement avec que le produit comme hier. Hier c'était bien, mais si on reproduit le XXe siècle, on restera au XXe siècle. Donc aujourd'hui, il y a des outils. Nous, on est là, on partage. Peut-être qu'il n'y avait pas d'échange comme ça avant, il n'y avait pas besoin. On parle de fermes. Effectivement, il y avait des multiples fermes. Aujourd'hui, c'est que des très grosses fermes. Et les choses à changer, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a envie, avec les graines qu'on fait revenir, avec les produits qu'on fait revenir, moi je connaissais pas le navet noir de Caluire par exemple, ou la courge romaine de l'Ain, ou le poivron d'Ampuis, ou tous ces noms-là, mais je les connais puisque c'est des villages qui sont ici, mais on les avait arrêtés. À un moment donné, la tomate de Beaurepaire, elle est très tardive. Alors probablement qu'à un moment donné, il faisait tellement froid en septembre-octobre
qu'elle n'a pas pu continuer à être là et qu'elle est partie. Elle est partie, certes, mais aujourd'hui, le climat a changé. Ces graines-là sont revenues et on explique pourquoi. Alors la tomate est dessous, les feuilles sont bien enrobées comme ça autour, ce qui veut dire qu'en plein été, même s'il fait 40 degrés, elle va pas brûler la tomate, elle va juste la faire rougir de l'intérieur, et quand viendra le moment du raisin, eh bien on va pour moi qui n'imaginais pas que c'était possible il y a 40 ans, mais aujourd'hui comme une évidence, de se dire que septembre, octobre sont des mois où les tomates sont peut-être les meilleures et peuvent même s'accoupler avec du raisin. Donc les choses changent, certes, donc il faut juste ne pas continuer à croiser les saisons comme on le faisait dans nos livres de cuisine, mais d'être un peu plus à l'écoute de cet échange-là. Oui, bonjour, Emmanuel Tertrais, de Société Baguette Académie. Notre mission est de faciliter la transmission des savoirs sur les métiers de l'alimentaire et de l'artisanat grâce à des formations en ligne, ce qui nous permet d'ailleurs de collaborer avec le CFA de la gastronomie sur des CAP boulanger. Je voulais juste attirer l'attention, parce qu'on parlait de la boulangerie tout à l'heure avec il y a Christophe qui est ici présent, d'un exemple sur le gros travail de cette filière, notamment sur les approvisionnements en bio, en culture CRC, à des approvisionnements à moins de 50 km, qui fait revivre certains moulins locaux. Mais paradoxalement, cette année, on voit des entreprises en grande difficulté dans certaines régions du fait des aléas climatiques. Elles sont obligées d'aller chercher leur blé à 200, 500 km, ce qui les met en situation difficile, économiquement, mais également en termes de lien avec leurs clients, leurs consommateurs qui ne comprennent pas le pourquoi du comment. Donc il y a peut-être dans une politique locale de prendre en compte des risques potentiels pour les entreprises qui sont très axées sur le local. Sur certaines années, on a vu sur Turin, notamment sur le gel cette année pour des maraîchers. Et je rejoins la partie pédagogique qui est très importante, surtout dans la partie citadine, où les gens sont assez éloignés de la terre, ou n'ont même jamais eu de contact vraiment avec ça. Et donc du coup, le travail du maraîcher est un super exemple. On va chercher du conseil, mais il faut aussi qu'il l'amène. Mais également dans les écoles, je crois qu'on avait abordé ce sujet-là d'ailleurs au CIRA, où il y a un travail de pédagogie au niveau des jeunes pour mieux comprendre les produits et pourquoi on peut en avoir à certaines saisons ou pas. Et il y a un gros travail à faire de longue haleine et je pense que c'est un challenge à tous les niveaux de toutes les filières. En tous les cas, quand on interroge la population et en particulier les parents d'enfants sur le sujet sur lequel ils souhaiteraient que les enfants aient plus de pédagogie, le top, c'est l'alimentation. En gros, ils veulent plus de soit la culture, soit le goût, soit les enjeux autour de l'alimentation et des nouveaux régimes alimentaires. En tout cas, c'est ce qui a été à Lyon quand ils ont fait une enquête, c'était le sujet numéro 1 qui arrivait sur les enjeux d'éducation. Après, sur les enjeux purement climatiques, je pense qu'on n'a pas anticipé suffisamment des phénomènes qui étaient, on va dire, épisodiques, extrêmes, tout ce qu'on veut. Maintenant, ce sont des épisodes réguliers. C'est-à-dire que là, on vit, en gros, c'est gel, grêle, sécheresse, gel, grêle, sécheresse, gel, grêle, sécheresse. Et du coup, aucun système aujourd'hui d'aide pour affronter ces événements climatiques n'existe. C'est-à-dire que le système assurantiel est prohibitif, donc la plupart de ces agriculteurs ne s'assurent pas sur ces problématiques d'événements climatiques, et puis prennent le risque. Mais c'est plus la roulette russe là. Il y a plus pas une seule balle dans le barillet. Là, il y en a 6. Et on se reprend forcément à un événement climatique. Et là, ça dure depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On commence à voir que, bah oui, ils sont de plus en plus réguliers et de plus en plus durs, en plus, de plus en plus catastrophiques pour les cultures. L'épisode de gel de cette fin d'hiver là était incroyable. Quand vous voyez la lutte, la guerre qui était menée dans les cultures, chez les arboriculteurs en particulier, avec ces feux qui étaient déclenchés pour essayer de se protéger du gel sans aucun succès. La plupart a été vraiment très difficile à vivre. Bon bah voilà, donc il y a des systèmes d'aide, fonds calamité, etc., mais qui n'est plus adapté, qui est suranné par rapport aux enjeux récurrents auxquels ces agriculteurs sont confrontés. Ce qui rend d'autant plus difficile de se dire demain je deviens agriculteur, parce que devenir agriculteur déjà c'est compliqué d'en vivre. Si en plus on se prend
l'épisode climatique. 2, le bio est plus aussi valorisé qu'avant. Enfin bref, c'est un vrai sacerdoce maintenant de se mettre en agriculture. Donc il y a aussi un autre enjeu, c'est de valoriser, revaloriser ces métiers, à la fois en leur offrant un accompagnement digne de ce nom, au dehors de l'accompagnement initial de la formation, accompagné dans la création entrepreneuriale, le développement de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, c'est aussi valoriser, proprement dit, le métier d'agriculteur, qui aujourd'hui, pour certains, prennent l'agribashing comme, oui, non, l'agriculteur, il nourrit tous les jours des millions de gens, quoi. Et donc là, ça va te faire plaisir, Alain, mais on est en train de lancer justement toute une série de vidéos pour mettre en valeur qu'on peut être jeune, s'installer sur la métropole, cultiver et en plus rendre accessibles ces produits au plus grand nombre. Donc voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ces enjeux climatiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution clé en main, hein, clairement pas. Le fonds calamité ne répond pas, les assurances n'y répondent pas. Il y a des propositions de mutualisation, mais qui jusqu'à présent de risques n'étaient pas vraiment prises en charge. N'est pas vraiment prise en compte par les agriculteurs parce qu'il y en a certains qui jouaient pas forcément le jeu de cette mutualisation, qui voulaient pas le faire. Là, on se rend compte que ça devient tellement dur que peut-être qu'on a une ouverture là pour avoir un système de prévention des risques digne de ce nom, quoi. Et puis après, il y a le travail sur les semences. Donc, encore une fois, les semences telles qu'elles sont commercialisées aujourd'hui ne sont peut-être plus adaptées aux enjeux climatiques. Enfin, je dis peut-être, mais non, ne sont plus adaptées aux changements climatiques. Et d'où l'importance d'avoir des démarches comme celle que tu soutiens, Christian, à Collonges, avec les agriculteurs qui testent des nouvelles semences et qui en font des beaux produits avec une saisonnalité peut-être plus longue, etc. Voilà, donc c'est... Et puis là-dessus, n'hésitez pas à aller voir aussi le CRBA. Ils ont planté 250 graines pour le blé, pour voir les plus résistantes. Et le nombre de boulangers qui a été voir la manière dont ils voulaient éventuellement changer de blé pour pouvoir le procurer sur son maraîcher en disant « j'ai vu cette variété-là, elle est nouvelle, elle est résistante, ils l'ont plantée, ils arrosent pas beaucoup, etc. etc. » Il y a beaucoup d'expérience dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes pour ça, et pour moi un fleuron assez incroyable. On a une chance monstrueuse d'avoir ces gens-là. Par contre, ils peuvent pas être de partout, on peut pas en parler tout le temps. Et effectivement, toutes ces expériences qui sont, moi, voir 250 formes de blé, je dis, c'est pas possible, quoi. Et ils m'ont dit, mais ça, c'est rien, on peut même aller au-delà. Sauf que là, on teste avec notre terre, avec notre climat, celle qui sera le moins arrosée et qui durera et qui sera le plus à même à être forcément un bon apport nutritionnel pour faire les pains d'aujourd'hui, qui sont pas du tout les pains d'hier, et encore moins le pain du futur. C'est vraiment le pain d'aujourd'hui. C'est vraiment avec ce blé-là, avec ces tentatives-là, celle de Christian, celle du CRBA, tout ça, vraiment, ça vaut le coup, ne serait-ce que d'y aller. Et pour info, on parlait tout à l'heure de changement d'échelle. Basiquement, cet acteur-là, il n'a pas attendu non plus. Ça fait depuis 2015 qu'il produit ce type de démarche. On a décidé de les accompagner à créer une première ferme semencière à l'échelle, suffisamment à l'échelle pour produire des semences en quantité et en qualité, pour pouvoir les distribuer plus largement aux paysannes qui souhaitent les utiliser. Donc voilà, une façon aussi d'accompagner le mouvement. Retour au bon sens, parce qu'à l'époque, il y avait des variétés qui sont issues de la région, elles étaient pratiquement pas arrosées, elles n'étaient pas traitées, et on arrivait à produire à manger pour tout le monde. Bonjour, et bonjour à tous, Christophe Girardin, donc je suis boulanger, je suis aussi créateur de cette belle filière blé farine pain qui s'appelle les Robanais-Champs. Nous, au Robanais-Champs, on sauve les paysans, Robanais-Bois sauvaient les pauvres, chacun son truc. Effectivement, tu as raison, Alain. Je pense que le CRBA fait de très très belles choses. On a aussi Syntex-Innov qui est exactement sur la même modèle de travail. Mais je pense qu'il faut tous aller voir vos boulangers. En fait, il faut tous
leur apprendre à communiquer avec leur meunier et il faut qu'il soit, je pense que le client, il faut qu'il soit exigeant en fait avec son boulanger. Faut qu'il arrête d'acheter de la farine qui vient de je sais pas d'où, que j'appelle vulgairement de la poudre blanche non identifiée. Je pense que clairement, il faut que tous les clients de tous les boulangers de France aillent voir leur boulanger, leur expliquent moi j'ai envie de manger mieux, j'ai envie de faire attention à ma santé et j'ai plus envie que le blé, la farine arrive. J'ai rien contre les Ukrainiens, les Allemands et tous les pays de l'Est qui font certes de bons blés, mais je pense que tout autour de nous, on a d'excellents agriculteurs qui ne demandent pas mieux que de bien travailler, qui ne demandent pas mieux que d'être bien rémunérés. Et tout simplement, si tous ensemble, on arrive à inciter les boulangers et surtout les meuniers aussi à faire ce travail que nous avons fait dans le Rhône, je pense que ça sera bien pour tout le monde, on sera mieux rémunéré, on mangera du meilleur pain et tant qu'à faire, on aura... l'idée aussi, c'est qu'on retrouve des semences et des blés qui sont adaptés à notre climat, à notre terroir, en fait, clairement. Qu'on arrête de faire pousser tout et n'importe quoi, sans savoir ni pourquoi ni comment. Donc je pense que c'est un engagement de chacun. Pour le coup, l'agriculteur céréalier, lui, il est totalement invisible. On parlait tout à l'heure de maraîchers ou d'arboriculteurs. Ces gens-là, vous les voyez sur le marché. Ils vous vendent des carottes, des pommes de terre, des pêches, des poires et je ne sais quoi. Malheureusement, le céréalier, vous le voyez pas parce qu'il y a forcément un meunier entre le blé et la farine et même le pain. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à solliciter votre boulanger et du coup qui se retourne vers son meunier pour les inciter vraiment à travailler différemment et à travailler mieux. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir et c'est comme ça que l'agriculture céréalière en France va pouvoir redécoller et puis essayer de mieux vivre parce que clairement, malheureusement, il y en a qui ne vivent pas de leur métier. Moi, je suis assez fier de le dire, mais on a créé les Robins des Champs il y a 12-13 ans maintenant. On a 5 exploitations, on cultive sur 250 hectares et il y a clairement un agriculteur qui ne serait plus agriculteur au moment où je vous parle si on n'avait pas créé cette filière parce que dans notre modèle, il est mieux rémunéré qu'il l'était avant, tout simplement. Voilà. Moi, c'est Solène Jetzer, je travaille au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Et donc, nous, on s'intéresse bien sûr aux questions de l'alimentation plus saine, plus goûteuse, plus durable aussi pour tous, dans tous les contextes. Et on travaille sur différents domaines, dont les sciences cognitives, la nutrition, aussi les sciences sociales, ainsi que des projets innovants pour répondre aux besoins des industriels, pour travailler avec des nouveaux produits, des nouveaux ingrédients. Et on est confronté toujours à cette question de comment est-ce qu'on peut expliquer de manière facile, simple, l'alimentation durable aux consommateurs, mais aussi aux professionnels dans la restauration. C'est un terme qui est très compliqué, il y a beaucoup d'enjeux qui sont cachés derrière les deux termes alimentation durable. Et donc voilà, ma question envers vous, c'est pour vous et à votre avis, quelles sont vraiment les actions principales à mener envers cette population pour justement arriver à mieux communiquer autour de ce qu'est l'alimentation durable et peut-être la rendre, inciter finalement les consommateurs à aller dans cette direction-là. Alors, aujourd'hui, si vous voulez vous adresser à la nouvelle génération, elle a un mode de communication qui est pas du tout même le mien, donc pas le nôtre. Ça veut dire que pour essayer de les toucher, eux, la publicité, ou en tout cas le visuel, a un impact très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un jeune va dans un restaurant, ce qui l'importe, c'est pas la qualité nutritionnelle de ce qu'il va proposer, c'est la photo et la manière dont il... je veux bien que tu répondes par contre, que tu m'accompagnes là-dessus. Et très difficile pour eux de leur dire, parce que à l'école, on parle jamais du deuxième cerveau. À l'école, on parle jamais de l'effet santé que les aliments peuvent faire sur le corps humain.
Alors, on parle d'anti-gaspillage, certes, on parle de nouvelles ressources, certes, moi en premier, mais on parle jamais des bienfaits, ni le pourquoi notre estomac peut fonctionner. Est-ce qu'on est... enfin, peut-être qu'avec un échange avec eux, moi je leur dirais, est-ce qu'on est des granivores? Non, mais vous mangez quand même que des graines le matin. Est-ce que on est des carnivores? Non. Pourtant, on mange quand même beaucoup, et notre estomac est pas celui-là. Il est dans la diversité de ce que l'on a pu connaître avant d'arriver à aujourd'hui. Et avant d'arriver à aujourd'hui, dans la nature, on mangeait énormément de légumes. Donc tout ce qui est plus ou moins à l'intérieur a quand même pour première incidence de comprendre le légume, c'est ce qui va lui être le plus favorable et le digérer le mieux, alors que ce qu'ils vont manger, qui a été travaillé, va être un peu plus long, donc on en a aussi besoin, mais plus long, et cette digestion-là agit aussi, puisque c'est un cerveau avec l'autre cerveau, et forcément la santé et le moral en sont impactés tous les deux. Donc il est pas facile de dire alimentation durable dans une certaine forme de restauration si on ne parle pas avec la nouvelle technologie. Quelle que soit la nouvelle technologie, c'est elle qui va leur faire comprendre. Alors le mieux c'est l'école. S'il n'y a pas à l'école, il faut essayer de passer par d'autres chemins. Alors l'Institut en est un bien sûr, mais il faut faire d'autres démarches, celle d'aimer déjà soit la cuisine, soit le service, et de faire ce tremplin-là. Mais parler à la nouvelle génération, alors il y a des actions qui sont faites, comme en ce moment la métropole met en avant une action qui s'appelle Ça pousse, et où il y a un paysan, un cuisinier et puis le CRBA, encore une fois. Le CRBA donne des graines. Les enfants, avec le jardinier, commencent à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'une graine. Une graine germée, ça change déjà d'alimentation. Donc même une lentille crue, on va pas la manger, mais une lentille germée, on va la manger. Donc forcément, rien qu'avec de l'eau, elle a changé de... Et tout ça, les enfants peuvent le comprendre. Et si on lui laisse le temps de pousser, ça lui donnera autre chose. Et le fait qu'il puisse un peu s'accaparer de ça, le comprendre d'une façon différente que uniquement avec des mots et des photos, je crois que la nouvelle démarche, elle est là. Mais cette démarche-là, elle est à chacun de nous de forcer ce destin-là, parce que c'est pas inné, et qu'à un moment donné, ils vont aller vers le plus facile, et le plus facile, c'est quand même la junk food, et contre la publicité qu'elle peut mettre, on peut pas grand-chose. Ce qu'on peut, effectivement, c'est de mettre toute notre foi et toute notre façon, alors ça commence par l'éducation, forcément, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire comprendre que un poireau, ça a tel ingrédient qui va lui faire du bien, une carotte, c'est ça, etc., etc. Donc tout ça, toute cette nouvelle forme de compréhension de l'alimentation, c'est presque une science nouvelle. Avant, on n'avait pas besoin de ça, on mangeait d'hiver. Et c'était normal. Aujourd'hui, on mange pas diversifié, et c'est là où ça commence à se dégrader petit à petit. Mais pour aller plus vite, tu peux prendre le relais, Christian. Mais ce fait de pousser et d'aller vers l'enfant est aussi important que d'aller vers le citoyen normal, quoi. Mais l'enfant, s'il devait y avoir un acte, celui qui a choisi Ça pousse et la métropole, c'est de toucher les écoles, les lycées, et que effectivement derrière ce qu'ils n'imaginaient pas, une graine, il peut y avoir, on va parler des insectes qui viennent autour, des pollinisateurs, et pourquoi, et s'ils n'y étaient pas, et comment pousse un fruit, tout ça ils ne le savent pas. Et tout ça, ça peut venir que parce qu'il y a cette grande diversité dans la nature, et que plus on bouscule la nature, mais ça ils le comprennent très bien quand on leur explique, plus on va la bousculer, plus on sera bousculé nous. Et moins on aura de choses, parce qu'on a chassé les abeilles et les autres pollinisateurs, plus ça va nous impacter, et
plus ils vont être contents de trouver non pas quelque chose qui va les rebuter, parce qu'aujourd'hui un insecte, c'est pas là-dessus qu'ils vont focaliser, mais quand on va leur expliquer, eh ben ils vont presque leur donner un prénom à cet insecte-là. Donc c'est tous les jours. Bah, peut-être juste dire, en fait, ouais, je pense que la connaissance, l'interconnaissance favorise la compréhension des enjeux et du coup de ce qu'on mange. Et c'est à tout âge. Enfin, c'est sûr que c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. On part pas de zéro. Enfin, moi, ça, je le redis, mais il y a déjà beaucoup de connaissances chez beaucoup de personnes, et c'est comment on les valorise. Et, enfin voilà, je pense qu'on a beaucoup d'enjeux autour de ça, en tout cas. Juste intervenir 2 secondes. Je pense qu'effectivement, l'un des grands leviers, en tout cas l'un des endroits où on peut avoir le maximum d'impact, c'est les enfants, clairement. Et moi, je vous invite à revoir un film d'il y a 20 ans qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront », où il y a toute une démarche sur comment amener de l'agriculture saine, cultivée dans l'école, dans l'assiette des enfants. Et c'est les enfants derrière qui étaient les ambassadeurs de cette alimentation plus saine auprès de leurs parents. Et derrière le critère de durabilité, je pense qu'il ne faut pas s'attarder trop à définir les termes. C'est surtout remettre qu'est-ce que c'est l'alimentation, c'est du goût. Première chose, quoi. C'est comment. Et on est en train de travailler sur ce sujet-là dans les 2 nouveaux collèges là, qui viennent de sortir de terre à la métropole. On a essayé de faire des régies, des restaurants scolaires exemplaires en associant des cuisiniers qui vont travailler à fond sur le goût des aliments et surtout la surprise gustative. C'est-à-dire d'avoir des plats qui sont cuisinés où les enfants savent pas ce qu'il y a qu'en composition vraiment dans et gâteau au chocolat par exemple sans farine avec du haricot blanc et qui sortent en disant mais c'est génial ce gâteau. Eh ben on amène et c'est un travail quotidien en fait. Moi je tiens à honorer aujourd'hui tous les cuisiniers de ces restaurants scolaires quoi, qui sont les gens en première ligne et c'est les meilleurs ambassadeurs de cette alimentation déjà moins carnée, plus saine. Plus proche aussi, valoriser que ces produits viennent d'un nom de patelin qu'on connaît parce qu'on y a été y traîner. C'est potentiellement avoir la tête de l'agriculteur qui a produit ça et aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de ces gens qui produisent cette alimentation quotidienne. Et puis le troisième et dernier point, c'est le climat. C'est comment j'agis. On se demande toujours comment on peut agir par rapport au climat. On peut agir à travers son assiette, point. Déjà, rien que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette quotidiennement qui va faire qu'on agit sur le climat et qu'on va avoir une solution sur le climat. Et c'est là où moi j'amènerais cette durabilité, peut-être pour terminer. Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense qu'on se trompe aussi si on pense que le consommateur a toute la latitude nécessaire pour faire évoluer le système alimentaire, parce que la question est finalement où se trouve la capacité d'influence maximale de ce type de consommation. Et Alain, tu disais très justement, on peut rien faire contre la publicité, tant elle est puissante. Elle est très puissante, elle est conçue pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut l'interdire. Ce serait une solution d'ailleurs très très démocratique, puisque je pense qu'une écrasante majorité de la population, et d'ailleurs ça se reflète dans les sondages, est contre la publicité. Donc on peut questionner par exemple l'impact d'une petite phrase manger moins gras, moins salé, moins sucré en dessous d'un énorme hamburger sur un panneau 3x4. On est des mammifères, on voit ce truc, on a super envie de le manger. C'est évidemment pas la petite phrase qui va compenser l'effet de cette publicité qui est massive, qui est sur la télévision publique, qui est sur la télévision privée, qui est dans tous les journaux, qui est dans la rue. Donc cette publicité peut être enlevée. Et avant même de se poser la question comment influencer les consommateurs pour qu'eux-mêmes influencent en retour le système alimentaire, ce système alimentaire, l'agro-industrie, est capable de conformer les désirs des consommateurs pour ses profits à elle. Et donc il y a une nécessité de changer ça. Et on travaille fortement sur la réduction de la publicité. Mais encore surprise en arrivant tout à l'heure place Bellecour, je vous invite à lever juste la tête et de voir une grande affiche sur un truc pour couvrir les chantiers qui met en un gros hamburger justement, je ne sais plus trop ce que c'est, mais en tout cas qui amène ça, malgré une démarche proactive très forte de la collectivité et qui est relativement partagée. Il n'y a pas de clivage politique sur cet enjeu-là. C'est relativement partagé de réduire la publicité au maximum dans nos villes, quoi. Bien. Et peut-être une dernière chose, chaque ingrédient a une histoire. Raconter les histoires, ils adorent ça. Merci beaucoup. Cette table ronde se clôt maintenant et merci de nous avoir écoutés.